bonsoir. Bonsoir à tous. Enfin, on peut dire bonsoir maintenant parce qu'effectivement l'heure s'avance. Ravi d'être ce soir parmi vous. Ravi de vous parler effectivement de ces sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Tu l'as dit, effectivement, agriculture, son financement, l'évolution et évolution à l'intérieur d'une rupture qui est une rupture très profonde qui commence aujourd'hui. Si je devais essayer de caractériser ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, vraiment l'élément le plus important, ce mot que vous avez utilisé d'ailleurs à plusieurs reprises dans cette première partie passionnante de l'après-midi, c'est le terme ambition. Je voudrais vraiment, je crois qu'on a eu dans la première partie un discours qui a été un discours sans déni. On a parlé d'énormément de choses, y compris d'ailleurs dans les questions que vous avez posées, qui pouvaient être des choses dérangeantes ou des choses négatives, et aussi de choses extrêmement positives. La question de l'ambition pour l'Afrique et pour son agriculture, à mon avis, est la question absolument majeure, celle qui d'ailleurs a été sous-jacente dans plusieurs interventions, y compris celle du lauréat du prix cette année, qui était en train de dire « Je voudrais que l'on montre à quel point être un exploitant agricole en Afrique aujourd'hui, c'est être dans la modernité du continent, mais dans la modernité aussi de l'économie mondiale. » Au fond, peut-être pour démarrer cette approche que je voudrais avoir sur la vision de demain, que l'on doit absolument essayer de reprendre par rapport à l'agriculture et l'agriculture africaine, c'est repartir sur cette question qui a été évoquée à tellement de reprises dans la première partie, cette question de la démographie. 1820, il y a 200 ans, la première économie du monde, à ce moment-là, était la Chine. 1820, la seconde économie du monde, pour autant qu'on puisse reconstituer les PIB, c'était l'Inde. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en train de fermer une parenthèse historique. Fermer une parenthèse historique pendant laquelle, et ça n'est pas arrivé à d'autres moments dans l'histoire de l'humanité, pour autant qu'on puisse avoir des statistiques, une parenthèse historique pendant laquelle les plus grands pays du monde, du point de vue de leur puissance économique et du point de vue de la puissance géopolitique, n'étaient pas les pays les plus peuplés. Le XXIe siècle va être le pays de la Chine, 1,4 milliard d'habitants, le pays le plus peuplé du monde. Et nous sommes en train de vivre d'ailleurs, dans la période que nous connaissons, ce problème de transfert de témoins entre la première puissance du XXe siècle qui s'appelait les États-Unis et la première puissance du XXIe siècle, à quel moment 2049 peut-être, l'anniversaire de la Révolution chinoise, ou peut-être un petit peu avant. Ce transfert de témoins, évidemment, qui ne se fait pas sans mal. Et ce qui inquiète la Chine, ce n'est pas la limite forcément l'Occident, c'est effectivement l'autre puissance démographique, quasiment 1,4 milliard, on va dire 1,3 milliard aujourd'hui, c'est-à-dire l'Inde. Quand on dit aujourd'hui l'Afrique c'est 1,2 milliard, ça veut dire d'abord que c'est une démographie remarquable. Quand on dit une démographie qui va doubler d'ici 2050, on dit que c'est une démographie qui devient très remarquable, et peut-être si on se projette sur 2100, on considère effectivement qu'à la fin du XXIe siècle, l'Afrique sera la principale zone démographique du monde. Elle aura dépassé l'Asie. Le XXIe siècle est le siècle de l'Asie, le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique. Ça ne fait aucun doute. Et vous voyez, je crois, lorsque l'on est en train de parler à des jeunes Africains aujourd'hui, la première chose qu'il faut leur expliquer, c'est qu'ils sont dans le continent de l'avenir. C'était peut-être la manière dont, en Asie, on a su parler aux jeunes gens il y a 40 ans, il y a 50 ans, quand peut-être dans des colloques sur l'Asie, sur la Chine, sur le développement de l'Asie, dans les 50 ans qui allaient venir, on faisait surtout à l'époque des constats négatifs, des constats déprimants, et en train de dire mais comment on va s'en sortir? Non, ça y est, maintenant cette question-là, elle est complètement réglée. On a compris que l'Asie devient la première puissance du monde. Et aujourd'hui, plus personne n'oserait faire un constat négatif ou expliquer à la jeunesse d'Asie que oui, effectivement, il y a encore un certain nombre de problèmes à régler. Quand le monde entier regarde l'Asie, il regarde surtout les problèmes qu'il va avoir réglés vis-à-vis de l'Asie que les problèmes que l'Asie va avoir à régler elle-même. Je pense que par rapport à l'Afrique, nous devons bien avoir conscience que c'est le continent d'avenir, c'est le continent qui est appelé en termes démographiques, donc en termes économiques, et probablement en termes géopolitiques, le continent qui sera le continent dominant de demain.
Donc là, c'est une première évidence que je voulais absolument partager avec vous. Deuxième évidence, c'est cette question de la démographie envisagée d'un point de vue global. Cette année, 2019, va être l'année de tous les 7. Nous allons passer cette année les 7 777 777 777 habitants sur Terre. Pour être très très honnête, on ne sait pas exactement quand, hein, donc parce qu'effectivement là il faudrait connaître toutes les naissances et toutes les morts en même temps sur la Terre. On évalue que ce soit à peu près vers le mois d'octobre-novembre. Si vous avez un bébé dans votre entourage dans cette période, vous pouvez lui dire, c'est peut-être lui qui devra avoir sur le maillot, sur la brassière, 7777777. Nous étions 2,5 milliards à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous prenons grosso modo à peu près 75 à 80 millions d'humains en plus par an de manière régulière. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire effectivement que le cap des 8 milliards d'habitants est un cap très très proche, que le cap des 10 milliards d'habitants est probablement celui qu'on peut estimer comme raisonnable aujourd'hui. Et quand les géographes, les économistes et les démographes se mettent autour de la table, ils disent probablement effectivement que là, on sera à un moment où on commencera à plafonner du point de vue de la population terrestre. Cela étant, il y a 30 ans, on pensait qu'on atteindrait 7 milliards aux alentours de 2030 et qu'on plafonnerait à 7 milliards. Donc on va dire que là, encore une fois, il faut rappeler que les prévisions dans nos domaines scientifiques sont probablement le domaine dans lequel nous devons être le plus humbles. Lorsque nous sommes en train d'évoquer la démographie, nous sommes en train d'évoquer quoi? L'origine du problème majeur que doit affronter l'humanité aujourd'hui, qui a été répété à plusieurs reprises, c'est la question du dérèglement climatique. Oui, bien sûr, dans l'histoire, il y a eu d'autres dérèglements climatiques. Et le président des États-Unis, qui aujourd'hui et demain sur le territoire français, enfin, ou d'ailleurs sur le territoire américain, parce que certains cimetières en Normandie sont du territoire américain, du fait du sang versé pour délivrer notre pays, le président américain raconte, et a raconté dans sa campagne, oui, mais il y a eu, dans les années 1710, ce qu'on a appelé un mini-âge glaciaire, un dérèglement climatique dans l'autre sens. La planète s'est refroidie. Ben voilà, maintenant on a un autre dérèglement climatique, peut-être effectivement un réchauffement, mais ce sont des choses qui arrivent du point de vue du cycle du climat sur la Terre. Non, Président, il y a juste un aspect très très important là qu'il faut retenir. C'est que ce dérèglement climatique, il provient du fait que nous appliquons à 7 milliards 700 millions d'individus un modèle économique qui ne tient pas avec ce nombre-là. Un modèle économique avec tout un tas de caractéristiques qui peuvent être des caractéristiques de consommation, des caractéristiques d'obsolescence, des caractéristiques de renouvellement des équipements, des caractéristiques de production qui fonctionnaient à la fin de la guerre quand il était conçu pour 500 millions d'Occidentaux, qui ne marchent pas quand il est avec 7 milliards 700 millions d'humains. Et qui marchera encore moins à 8 milliards, et qui marchera encore moins à 10 milliards. Et donc nous sommes confrontés aujourd'hui, en 2019, à ce défi absolument colossal, mais qui est en même temps un défi absolument enthousiasmant, de dire nous devons changer de modèle économique. C'est pas grave, on l'a déjà fait dans l'histoire. On l'a fait à plusieurs reprises. Sauf qu'effectivement, quand il s'agit de penser à un nouveau modèle économique, alors que nous sommes totalement imprégnés du précédent, on a beaucoup de mal à le faire. Enfin non, je dirais même plus, on n'arrive pas à l'imaginer. Vous voyez, ce que j'ai eu le sentiment, moi, dans la première partie, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à se projeter dans le changement qui est en train d'arriver. C'est normal. On n'a connu qu'un modèle d'avant. Alors peut-être tout de suite là, il faut vraiment revenir à notre sujet. Il y a une chose certaine dans le modèle économique qui arrive, c'est que l'agriculture va être centrale. L'agriculture, pas simplement en Afrique, là je dis du point de vue mondial. L'agriculture est le grand défi de l'humanité d'aujourd'hui et de l'humanité de demain. 7 milliards 7, 10 milliards d'individus. Première question, c'est les nourrir. Deuxième question, c'est peut-être aussi quelque chose d'important, c'est de dire que pourquoi la population humaine augmente, et tout à l'heure Sylvie le disait bien, ou en tout cas on le voyait de manière implicite par rapport à ce qu'elle évoquait sur les problématiques de pauvreté, parce que la population humaine s'enrichit. La population humaine s'enrichit, la population humaine dans son ensemble, pas la population africaine, on est d'accord, mais elle vieillit. Quand vous enrichissez, vous vieillissez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'attentes sur de la qualité. L'agriculture est le grand défi de l'humanité. L'agriculture va devoir de plus en plus répondre à cette exigence de qualité et de première qualité qu'envisagent les humains, c'est-à-dire quand ils se nourrissent. La Chine, pour reprendre un cas effectivement d'accélération de développement qui doit être l'exemple que nous devons citer sans arrêt lorsque nous parlons au continent africain aujourd'hui,
La Chine et son des développements incroyables, absolument imprévus dans son rythme et dans son intensité, est aujourd'hui confrontée à cette exigence de la population chinoise. Nous voulons, pour nous et pour nos enfants, manger de mieux en mieux. L'agriculture mondiale est confrontée à ce défi-là aussi, comme l'agriculture africaine, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Et c'est vrai que dans la table ronde, nous disions, finalement, ce dont nous parlons, ce sont des problèmes communs. Ce ne sont pas simplement des problèmes africains, ce sont des problèmes communs sur lesquels nous devons effectivement nous positionner. Eh bien là, lorsque l'on parle d'agriculture, on est au cœur d'un problème commun de l'ensemble de la planète. Changer de modèle, avoir la question agricole, qui est effectivement tout de suite représentée comme étant un des axes forts du problème du dérèglement climatique. Là, peut-être quand même, hein, il faut insister, oui, on va parler du gaz à effet de serre associé à l'agriculture. Oui, ok, très bien. Mais quand même, quoi, hein, on a, je dirais, cette sorte de logique, de plus en plus en France d'ailleurs, mais pas uniquement, d'agribashing, vous voyez, de condamnation de l'agriculture, y compris quand vous avez des développements intensifs de la circulation des automobiles matin et soir, lorsque vous avez le développement de l'industrie chimique, lorsque vous avez le développement de tout un tas d'activités dont on sait très bien qu'elles posent un problème et qui peut-être poseraient quand même aussi une question quant à leur absolue nécessité. Et on a placé au premier rang la question agricole. La première question que se posent les humains, c'est comment se nourrir. Et comment se nourrir si ça a un certain nombre de conséquences peut-être négatives du point de vue environnemental. C'est peut-être des conséquences qu'il faudra arriver à corriger en réduisant les problèmes environnementaux sur plein d'autres activités, mais pas forcément en commençant par dire qu'il faut qu'on arrête l'agriculture. Donc là, je crois quand même aussi qu'on doit hiérarchiser les perspectives, hiérarchiser les problématiques en disant la question de la nourriture de qualité, de l'agriculture, c'est au sommet de l'interrogation et en tout cas de l'exigence que vont avoir les populations dans les temps qui viennent. Alors, lorsque nous sommes en train d'évoquer la question du dérèglement environnemental, de la nécessité d'un changement de modèle économique, de la façon dont ce changement de modèle va aussi s'appliquer à l'agriculture, eh bien c'est là effectivement qu'il faut parler de cette quatrième révolution industrielle. Le terme révolution industrielle ne va pas, évidemment, quand on est en train de parler d'agriculture, quoique on a parlé aussi d'industrie agroalimentaire. On parle du terme révolution industrielle, vous pouvez presque le mettre, vous savez, comme un hashtag, en un seul mot, parce que c'est faire référence aux deux grandes révolutions industrielles qu'a connues la planète depuis la fin du XVIIIe siècle, puis au tournant du XIXe et du XXe siècle. Celle, on va dire, qui conduit au moteur à vapeur, mais plus qu'au moteur à vapeur, à l'industrie, et plus qu'à l'industrie, au fait que tout d'un coup, la population humaine part des campagnes et va dans les villes. Que d'ailleurs, les géographes et les économistes ont tendance toujours à considérer comme étant une évolution absolument certaine, linéaire, définitive. Non, c'est pas sûr du tout qu'on soit obligé de continuer comme ça. Peut-être cet élément-là est à citer au passage, en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne la France aussi, qui est le seul pays du monde à envisager sa croissance future dans les 30 ans qui viennent autour d'une mégalopole qui s'appelle le Grand Paris. Au passage, hein, peut-être juste cette remarque. Ça, c'était la première révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle, c'est celle du moteur à pétrole et de l'électricité. Si aujourd'hui nous n'avons plus d'électricité, certains pays malheureusement l'éprouvent. L'Inde, dont je parlais tout à l'heure, a eu la plus grande panne électrique de l'histoire de l'humanité juste au moment de l'accession au pouvoir du Premier ministre Modi. 600 millions de personnes tout d'un coup n'ont plus d'électricité. On se rend compte à quel point nous ne pouvons plus vivre lorsque l'électricité se coupe, c'est-à-dire au sens propre. Les hôpitaux qui n'ont plus d'électricité, c'est plein de gens qui meurent. Donc là, nous sommes effectivement en train de parler d'une révolution industrielle, c'est-à-dire de quelque chose de cette ampleur-là, qui va complètement bouleverser le mode de vie de l'humanité. Et quand je vous dis que ça va bouleverser le mode de vie de l'humanité, ça veut dire effectivement que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas se le représenter. En 1900, quand on explique à Paris que les chevaux vont disparaître, vous avez 1 million de chevaux dans la région parisienne. Les gens ne peuvent pas se figurer. Vous êtes maréchal Ferrand à Paris, vous ne pouvez pas vous imaginer que dans 30 ans, vous serez pompiste. Mais non, vous ne pouvez pas. Parce que d'abord, un, vous ne savez pas ce que c'est qu'être pompiste, et puis deux, vous dites, ça fait 10 000 ans qu'il y a des chevaux dans Paris. Donc arrête de me parler d'un truc, effectivement, qui est peut-être une élucubration, mais que je ne peux pas me figurer. Lorsque nous sommes en train de parler aujourd'hui de la révolution industrielle qui commence juste, ça veut dire qu'y compris dans l'agriculture, nous allons rentrer dans des modèles que nous n'imaginons pas. Que lorsque vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure dans la table ronde la question
du transport, la question de la manière dont on va produire différemment, la question dont on va accéder au marché, on commence à avoir des toutes petites voix qui disent « Ah mais vous savez, Internet change un tout petit peu ». Mais Internet, pour le moment, n'a rien changé. On vit toujours pareil. C'est la première marche de la révolution industrielle, mais c'est rien à côté de ce qui nous attend. La deuxième marche, elle commence déjà à être un peu plus impressionnante. C'est celle de l'intelligence artificielle. On va dire qu'il y a 1000 marches qui nous attendent. Hein. Donc c'est juste la marche numéro 2. L'intelligence artificielle, elle commence à nous dire « Oui, non, attends, tu vas peut-être vivre vraiment différemment. » L'intelligence artificielle commence à regarder alors, la manière dont on fonctionne et essayer de rationaliser cette manière-là. Un peu partout, dans toutes les activités, dans l'activité de la santé, comme dans l'industrie, comme dans l'agriculture. Elle commence à dire, je vais regarder par exemple comment on envisage l'irrigation. Quand nous avons évoqué les termes d'irrigation tout à l'heure, on a parlé énormément de façon dont on irriguait avant. Oui, sauf que ça y est, là on est en train de regarder comment on va pouvoir irriguer exactement selon les besoins de l'évolution de la plante. Ce n'est pas quelque chose qui est de la science-fiction, on sait le faire aujourd'hui. Simplement, pour pouvoir réaliser cette nouvelle irrigation, dont on a vu que du point de vue africain, ça peut être un des problèmes, un des axes absolument majeurs, par exemple pour le développement d'une agriculture beaucoup plus intensive sur une partie du continent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui je veux être dans cette révolution industrielle, il va falloir que j'investisse. En réalité, le mot-clé de tout ce que vous avez évoqué pendant la première partie, c'est la question d'un investissement massif. Et là, effectivement, on n'est pas dans l'idée 1 milliard de dollars. On n'est pas dans l'idée 10 milliards de dollars. On n'est même pas dans l'idée 1000 milliards de dollars. On est dans ce qu'effectivement on considère être comme aujourd'hui les éléments sur lesquels on doit se positionner, c'est-à-dire des trillions. On parle en trillions, ça va plus vite, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars. L'investissement dans la révolution industrielle, c'est dans tous les secteurs, y compris dans le premier dans la hiérarchie, c'est-à-dire dans l'agriculture, de milliers de milliards de dollars. On est d'accord que ça commence par exemple, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'était très intéressant, hein, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties, y compris ces derniers jours, sur l'encombrement des satellites. On envoie en ce moment des paquets et paquets de satellites parce qu'on voit bien que dans la gestion des data, notre révolution industrielle numéro 4, c'est une révolution des data. Dans la gestion des data, il va falloir les collecter de plus en plus massivement. Et les collecter massivement, eh bien, c'est le satellite qui souvent permet de le faire. Accessoirement, on le disait tout à l'heure, il permet aussi, par exemple, de vous faire accéder à Internet. C'est-à-dire qu'il va avoir l'élément dans les deux sens, il collecte de l'information, et il collecte de l'information que vous lui envoyez au fur et à mesure que vous l'utilisez à l'intérieur d'Internet, qui est effectivement le vecteur, un des vecteurs que vous allez utiliser de plus en plus dans le mode de fonctionnement. La révolution numéro 4, c'est une révolution mathématique, c'est une révolution des data, c'est la première révolution qui n'est pas une révolution énergétique. Appliquée à l'agriculture, ça veut dire effectivement une rationalisation de plus en plus forte, avec des coûts de plus en plus faibles. La question des valeurs que vous avez posées est effectivement une question absolument fondamentale. Oui, mais nous rentrons en révolution industrielle. Ça veut dire que nous rentrons dans un moment où la question des valeurs anciennes va être complètement bouleversée. J'avais un cheval en 1900, ça valait très cher. Aujourd'hui, vous avez un cheval à Paris, ça vous coûte très cher, mais ça ne vaut pas grand-chose. Économiquement, ça n'est pas véritablement intéressant. Nous sommes au bord d'une révolution industrielle de cette ampleur-là. C'est-à-dire qui va bouleverser totalement les repères économiques, les repères financiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Lorsque je vous disais que cette approche va nous permettre d'avoir une réponse à la question du dérèglement climatique, c'est par deux axes fondamentaux. La question de la rationalité, et du point de vue agricole, tout ce que vous avez évoqué, y compris lorsqu'on parle de petites entités agricoles, c'est quelque chose d'absolument passionnant, c'est-à-dire ça permet d'être rationnel, y compris pour des petites entités. Mais c'est aussi quelque chose qui va nous permettre la sobriété, c'est-à-dire éliminer tout ce qui va être de l'activité qui en réalité n'était pas complètement utile. Et donc lorsque vous êtes sur cette combinaison des deux éléments, vous vous rendez compte à quel point nous sommes effectivement dans une révolution industrielle qui va être la réponse, qui est la réponse qu'attendent les jeunes générations lorsqu'elles disent « nous sommes dans une impasse ». Et parfois, vous voyez, quand effectivement on parlait des questions africaines tout à l'heure, parfois, peut-être les jeunes dans la salle pouvaient dire « nous sommes dans une impasse ». Non, non. L'impasse, elle est si vous êtes avec le modèle d'avant. Si vous êtes dans le modèle qui est en train d'arriver, nous sommes en train de rebattre complètement les cartes. Alors, la question de l'investissement, qui est à mon avis celle qui est
absolument majeure par rapport à tout ce que nous avons évoqué. Elle suppose tout de suite la question très pratique, et là vous voyez j'étais peut-être un tout petit peu haut, et là je reviens dans le concret, la question du financement. Je crois que ce que nous n'avons pas assez évoqué, c'est la question du financement. Que lorsque nous sommes en train de parler de changer de modèle, quand on a signé les accords comme 21, etc., aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'honneur de présider, tu ne l'as pas évoqué, alors donc je le fais moi-même, hein, donc, de présider le comité prospectif du comité 21. Ils sont en train de travailler aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça, hein, c'est après la COP 21, c'est en disant comment on va faire pour réellement, maintenant, mettre en œuvre ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le nouveau modèle, on fait comment. Au passage d'ailleurs, hein, vous voyez les mots, on a parlé beaucoup de mots, le terme transition est peut-être pas le bon. Hein. Transition, ça laisserait penser. On est en transition. Non, non. On va être en rupture, c'est pas pareil. En transformation accélérée. Hein, tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça va prendre des années. Non, non, ça va pas prendre des années. Ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y a urgence. Et parce qu'on peut mettre beaucoup de moyens sur cette urgence. Simplement, effectivement, il va falloir, par rapport à cela, arriver à concentrer notre financement sur cette transformation. Et donc, on m'a demandé de présider le comité prospectif parce qu'en fait, c'est pas que je connais très très bien ce qu'il faut faire, c'est qu'en revanche, je travaille sur la question du financement. Alors là, du point de vue africain, ça nous interroge. Parce que là, la vraie question, c'est de dire comment on va faire venir des trillions sur le continent africain et en particulier sur l'agriculture. Parce qu'on est d'accord, hein, là, si vous avez des milliers de milliards de dollars qui arrivent, on a tout résolu. Toutes les questions que vous avez posées, on va pouvoir les régler. Simplement, effectivement, ce qu'il va falloir dans ce cadre-là, c'est dire que ces milliers de milliards de dollars, ils sont bien axés sur l'invention du nouveau modèle de l'agriculture africaine qui va lui permettre de répondre à cette explosion démographique, qui va lui permettre de répondre à cette interrogation qu'a l'humanité tout entière aujourd'hui. On fait comment demain, avec une population de plus en plus importante et avec un modèle complètement différent. Vous voyez, on est bien d'accord, hein, on n'est pas dans du saupoudrage de fond pour de l'agriculture vivrière. Excusez-moi, hein, là j'y vais vraiment. C'est-à-dire en disant, non, non, c'est pas dire on continue le modèle d'avant, oui, sauf qu'on double la population, qu'on a un dérèglement climatique et qu'en fait c'est pas tenable. Si vous dites ça, ça veut dire que tous les gens qui sortent d'ici, ils se jettent dans la Garonne en disant, il n'y a aucune solution, on s'en sortira pas. Si en revanche vous dites, non, non, on va complètement changer les règles du jeu et on va faire rentrer massivement l'argent, là, effectivement, vous commencez à probablement avoir la première base de la solution. Alors là, on est d'accord aussi, hein, que peut-être il faut parler de la problématique du financement sur le continent africain. Et quand on dit, on parle du... Là, on est aussi très très concret. Hein, on pourrait parler, nous, Africains francophones, et nous, Européens, et notamment Français, de la question du franc CFA. Hein, le franc CFA, quand on fait de la question financière en Afrique, quand on parle de questions économiques en Afrique, au bout de 15 secondes, il est sur la table, on est d'accord. Hein, enfin, quand je dis franc CFA, les deux francs CFA, le MOA et CEMAC, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que là, on a quand même réussi à créer, avec une même zone monétaire, en fait, deux zones monétaires maintenant complètement hermétiques. Il faut essayer du change entre les pays de zone de franc CFA. On est tombé sur la tête, hein, on est d'accord. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Alors souvent, effectivement, on va dire « Ah bah oui, mais vous voyez, le financement, on n'y est pas, hein, puisque déjà, vous avez 2 francs CFA, comment vous faites pour lever des fonds et pour donner confiance à ceux qui vont éventuellement financer ces zones d'agriculture qui, vous l'avez dit, et on l'a vu sur la carte, sont en plus des zones particulièrement intéressantes et dynamiques pour le futur. » Alors là, peut-être, effectivement, ça nous met juste comme ça, une parenthèse, ça nous amène à regarder la problématique monétaire, la problématique de financement de l'ensemble de l'économie africaine, la raison pour laquelle on a l'obligation de rester, par exemple, dans ces zones sur un franc CFA, il faut être très clair. Le problème absolument majeur, c'est le problème des dépenses publiques des différents États africains. À partir du moment où on a des dépenses publiques qui sont des dépenses publiques qui ne peuvent pas être couvertes par les levées de fiscalité et par, on va dire, l'endettement raisonnable de ces États, vous vous retrouvez avec une situation où la monnaie ne tient pas. Et quand vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'investissement. On a dit, c'est des trillions de dollars qu'il faut faire en termes d'investissement. Si vous n'avez pas commencé par le niveau 1, c'est-à-dire en disant comment on va avoir une zone qui, du point de vue monétaire, tient à peu près la route, et là, il faut être très clair, la question tient à peu près la route, c'est associé à la question des dépenses publiques, donc des différents gouvernements, donc la manière dont éventuellement on se coordonne entre les différents gouvernements de la zone. Là, ça y est, vous commencez à être vraiment dans le super concret. Pourquoi on n'a pas d'argent? Parce que nous n'avons pas de référence monétaire. Pourquoi on n'a pas de référence monétaire? Parce que du point de vue de la base de la question monétaire, c'est-à-dire la question des dépenses publiques, ça ne marche pas.
Je suis désolé, hein, là j'y vais franchement sans langue de bois, mais on est d'accord que cette question-là, elle est absolument majeure. On peut discuter pendant des heures sur les problématiques de lien entre l'Europe, la France, l'Afrique, etc. Regardez les États africains, la question de la paix, parce que la guerre, évidemment, c'est ça qui vous déséquilibre les dépenses publiques en premier lieu. Et donc vous êtes effectivement dans le premier problème quand vous êtes en train de parler de questions d'investissement. Donc pardon de ne pas avoir éludé cette question, elle me semblait absolument centrale. Après, deuxième question, c'est de dire, ok, si déjà on a une référence monétaire qui commence à devenir crédible, comment on peut faire pour avoir un financement qui ne coûte pas trop cher? Parce que le financement coûte cher dès lors qu'effectivement on est dans une zone qui est encore une zone en développement, donc à haut risque, et même si demain cette zone est dominante, pour le moment, elle pose un problème en termes de financement. Et bien là, vous avez en ce moment un truc absolument génial, qui est une machine à laver monétaire, qui va vous amener les fonds massivement là où vous voulez, là où vous en avez besoin, qui s'appelle les green, les climate bonds. C'est-à-dire en réalité, quand nous sommes en train de parler de transformation de l'agriculture africaine dans une logique de non-dérèglement climatique, vous êtes en train de parler typiquement ce qui peut être financé par du green et du climate bonds. Alors ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de ces questions-là, c'est très très important que vous les ayez à l'esprit. En fait, la population terrestre aujourd'hui comprend qu'il va falloir faire un changement climatique, comprend qu'il va falloir faire un changement économique, et dit je voudrais qu'on mette le maximum d'argent là-dedans. Et quand d'ailleurs la population âgée, et tout à l'heure, hein, vous disiez je suis jeune, non, vous avez l'air vieux comme moi, on est tous vieux, hein, c'est-à-dire là, les gamins, effectivement, sont en train d'arriver, en train de parler aux vieux. C'est-à-dire, vous avez vu ces petites Suédoises, elle a 14 ans. Hein, c'est-à-dire, maintenant, c'est ça, être jeune, c'est 14 ans. Dans la salle, il y en a assez peu, hein, je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on est tous vieux dans la salle. Ils nous disent tous, il faut y aller, franco, très vite, vous mettez le maximum là-dedans. Bon, et bien ça, effectivement, ça se traduit comment? Ça se traduit que tous les fonds, toutes les structures financières, ils cherchent en ce moment de l'investissement qui corresponde au changement de modèle économique. Concrètement, ils cherchent du green bonds tous les matins. Et ils n'en trouvent pas. Parce qu'effectivement, le monde ancien, il a tendance à être sur la pédale de frein. En disant, ouais, bon, d'accord, oui, c'est important, on comprend, on va commencer à mettre des toits végétalisés, on va avoir des batteries dans les voitures, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on continue à produire des avions, des maisons, des modes de fonctionnement comme avant, quoi. Hein. Donc, on ne sait plus quoi mettre dans le green. Et là, effectivement, vous pouvez arriver sur des vrais projets, en disant, nous, on va transformer l'agriculture à l'échelle du plus grand continent de la planète. Donc là, on est d'accord, quoi. Hein. C'est vraiment une question pour l'ensemble de la planète. Ce que l'on disait tout à l'heure sur l'agriculture, ce que Sylvie disait à juste titre, en disant l'agriculture, c'est la machine à laver, elle, climatique, c'est absolument génial. Ou c'était Sylvie ou c'était une intervenante? Non, c'était vous aussi qui disiez, ça nous permet, au passage, de nous nourrir. Vous aviez failli oublier le troisième point, en disant, ça vous fait tout, l'agriculture. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est totalement éligible aux critères green. Éligible aux critères green, ça veut dire que là, les robinets sont ouverts en dizaines, en centaines de milliards. Avec juste une question à poser, c'est de dire, est-ce que vous êtes sûr que les fonds vont bien être utilisés? Et qu'on va effectivement avoir la certitude que nous n'allons pas avoir les détournements de fonds qui peuvent arriver lorsque vous avez vraiment beaucoup d'argent qui tombe sur des grandes zones, et que nous n'allons pas avoir des faux investissements verts ou des fausses approches de ce point de vue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose à faire, c'est bien canaliser ces fonds. Et les canaliser non pas au niveau des États, mais les canaliser au moins au niveau d'alliances d'États. On revient à ma question des dépenses publiques qui doivent être coordonnées entre les États, ou voire même au niveau d'un continent. Aujourd'hui, la seule vraie question, c'est de dire comment on organise le réceptacle. Parce que le jour où on lance des investissements à l'échelle d'un continent comme l'Afrique en disant c'est pour l'agriculture dans un nouveau modèle d'irrigation qui correspond à une nouvelle approche en termes de façon dont on va proposer de la nourriture, mais dont on va proposer l'agriculture aussi comme étant en réalité un élément d'équilibre absolument fondamental dans le règlement climatique, et logiquement vous n'avez aucun problème, le financement il est là. Alors ça veut dire simplement effectivement donc qu'il va falloir former plein de gens en Afrique pour dire comment on monte ça. Mais c'est très très concret, hein. C'est-à-dire c'est monter des plateformes financières.
monter des structures dans lesquelles vous allez avoir la possibilité de renvoyer sans cesse plein d'informations à ceux qui veulent mettre de l'argent en leur expliquant à quoi ça sert, comment on fait et comment effectivement on a limité au maximum le risque d'évaporation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez dire, ah oui mais c'est remonté plein d'informations. Non, même pas forcément. Et là, lorsqu'on va parler des petites exploitations, vous allez dire, mais c'est que les grandes qui vont faire ça. Non, non, vous inquiétez pas. La révolution industrielle est en marche. Lorsque je vous parle de l'intelligence artificielle, elle est capable d'aller chercher les données chez vous. Non seulement les données financières, les données humaines, mais aussi les données climatiques, les données de production, en sachant quel est votre niveau de production, quel est le problème que vous pouvez avoir à tel ou tel moment, et qui va lui permettre à toute vitesse de consolider ces informations et de les renvoyer à ce financement qui est prêt à s'investir à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de parler aux marchés financiers dans leur ensemble, à tous ceux qui proposent du financement, vous n'arrêtez pas de voir des gens qui vous disent « je voudrais des projets de ce type, je cherche des projets en termes d'industrie agroalimentaire, en termes d'entrepreneurs dans l'agriculture ». Tout ce que vous avez évoqué pendant la première partie. Ils sont prêts à mettre de l'argent de eux. Il faut simplement qu'on crée la structure par rapport à ça, qui soit la structure qui rassure. Je crois qu'on doit avoir conscience, nous sommes en 2019, jamais la planète, et ça c'est pas forcément à mettre à notre crédit, n'a eu autant de monnaie disponible. On est devenu un tout petit peu fou, hein, là de ce point de vue, c'est-à-dire que normalement la monnaie, vous voyez, c'est l'équivalent de ce que vous produisez. Si on a un PIB de 90 000 milliards de dollars, on devrait avoir 90 000 milliards de dollars de monnaie. Nous, on en est à peu près à 250 000 milliards. Bon, c'est les Occidentaux, hein, c'est-à-dire les Européens et les Américains, qui ont décidé de produire de la monnaie, alors qu'ils ne produisaient plus de richesse. Bon, c'est comme ça qu'on arrive à des crises extrêmement graves, mais c'est comme ça aussi que là, on a une incroyable attitude au moment où vous avez une révolution industrielle qui commence. La machine à laver monétaire, c'est attirer au maximum la monnaie à l'endroit où on en a besoin. Et donc là, lorsqu'on est en train de parler d'ambition pour demain, c'est de dire concrètement, on fait comment? Eh bien, il va falloir aspirer les fonds pour que ces fonds, effectivement, à partir du moment où ils sont green, à partir du moment où ils sont garantis, ben, ils ne valent plus rien, ou en tout cas, ils ne valent pas cher. Les taux d'intérêt sont très très bas. Normalement partout, sauf en Afrique, on est d'accord, hein, mais quand, logiquement, vous êtes avec quelque chose qui va être encadré de ce type, vous avez des taux très très bas. Donc là, nous avons une vraie réflexion à avoir immédiate. C'est en disant, l'ambition, il n'y a aucun doute. Dans ce continent, on doit l'avoir. La question agricole, mais la question ne se pose même pas. C'est l'axe premier de développement sur lequel on doit se positionner. La seule vraie question, c'est de dire comment on y met des moyens dedans. Et quand on dit des moyens, c'est des moyens financiers. Et quand il y a un problème pour mettre des moyens financiers, ça veut dire qu'il y a un problème qui va être facilement réglé. On serait en train de dire, il n'y a plus d'eau du tout. On serait en train de dire, il n'y a plus de semences qui s'adaptent. Là, on est d'accord, on est dans un problème technique qu'on pourrait avoir quelques difficultés à résoudre si la recherche n'y est pas mise pendant des années dessus. Quand vous dites, il y a un problème sur les moyens financiers, alors là, normalement, c'est simple. Donc ça veut dire effectivement que le premier enjeu, quand on est en train d'évoquer tout cela, c'est cet enjeu-là. Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, 7 minutes, hein, donc chronomètre, hein, je tiens mon chronomètre. Donc, si je rajoute maintenant un second enjeu. Le second enjeu, c'est celui-là aussi qui a été évoqué, mais sur lequel je voudrais insister. Je vous ai dit cette révolution industrielle qui est la solution. Revient Nicolas Hulot pour les Français. Hein, Nicolas Hulot, c'était notre ministre de l'écologie qui est parti en disant « mais j'ai pas l'impression qu'on arrive à trouver une solution sur ce problème du dérèglement climatique. » Reviens Nicolas, je te dis qu'il y a une révolution industrielle qui commence, qui est la solution. Je vous ai dit, cette révolution industrielle qui s'applique à l'agriculture, c'est une révolution à la base big data, information mathématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des questions absolument majeures qui se posent pour le continent africain, c'est de former des mathématiciens. Des mathématiciens, vous m'entendez bien, on doit démultiplier les écoles mathématiques en Afrique. Alors il y a un truc, hein, donc je sais pas, là c'est enregistré, donc bon, il faut quand même que je fasse attention, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais c'est pas une hypothèse complètement farfelue, en disant comment ça se fait qu'il y a des endroits dans le monde où vous avez des mathématiciens et d'autres il n'y en a pas. Par exemple, vous voyez, en Inde, il y a des mathématiciens. Mais il n'y a pas de mathématiciens dans toutes les castes de la société indienne. Ils sont surtout intouchables, ce qui énerve les autres, parce que les intouchables, normalement, c'est la caste la plus basse. Et en ce moment, c'est ceux qui valent le plus cher. Les Français sont, depuis très très longtemps, des très bons mathématiciens. Les Russes aussi.
Et donc on dit, est-ce qu'il y a un gène français des mathématiques? Non, a priori non, en tout cas on n'a pas réussi à l'isoler. Une hypothèse, ce serait que la langue, c'est-à-dire la structure du cerveau de l'enfant, vous amène aux mathématiques. Alors du coup c'est génial, parce que la francophonie, on a vu tout à l'heure, hein, la première ville francophone du monde maintenant n'est plus Paris. C'est fini, ce ne sera plus jamais Paris. La francophonie va dépasser l'anglophonie aux alentours de 2050. Ce n'est pas par les Français, évidemment, c'est par l'Afrique. La vraie question qui se pose, c'est de se dire, mais si la langue française amène aux maths, pourquoi toute l'Afrique francophone n'est pas en train de faire des maths? Ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas lancé les programmes. Lorsque nous sommes en train de parler révolution industrielle, il va falloir, y compris en matière de recherche, y compris en recherche appliquée à l'agriculture, qu'il y ait des centres de recherche partout en Afrique. Et ça commence par quoi? Ça commence par la matière première, c'est-à-dire par les mathématiciens. Et ensuite, effectivement, des agronomes qui vont utiliser les apports mathématiques, mais la révolution, elle est d'abord mathématique. Et donc, ça veut dire, effectivement, là, il faut y aller. Et là, il faut y aller, c'est pas compliqué, hein, il faut juste un prof de maths, enfin, 2, 3, allez, et des enfants qui écoutent, et des jeunes qu'on continue à former. Et là, effectivement, c'est une priorité absolue. Lorsque nous sommes en train de parler de révolution industrielle et de la manière dont on y va, là, tout d'un coup, on est en train de parler de choses très concrètes. Les Chinois, ils ont compris, hein, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on a un problème sur les mathématiques, donc on va faire un endroit où on va avoir le meilleur centre mathématique du monde. C'est-à-dire, il rassemble qui? 1 million de mathématiciens. Bon, il ne leur donne pas totalement le choix, ça c'est la chinoise, effectivement, hein, en disant, vous allez tous être au même endroit, parce que là, maintenant, il faut qu'on invente le modèle de demain. Il est vrai que les Chinois, évidemment, ont aussi un vrai gros problème de dérèglement climatique. Et que donc, par conséquent, eux, ils sont très très conscients qu'il faut changer super vite le modèle économique. Et que par conséquent, il faut aller là où est la révolution industrielle, c'est-à-dire dans les maths. Nous, on est là en train de dire, oui, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas là? Non, les autres, ils sont déjà loin devant nous. Du point de vue de ce que veut dire la révolution industrielle, c'est cette notion de mathématiques, cette application, on va dire, de l'approche des grands nombres. Et cette notion de l'approche des grands nombres, elle est intéressante parce qu'elle conduit à quelque chose qui amplifie les évolutions d'une révolution industrielle. Je veux dire quoi là? Vous êtes en train de dire où est-ce qu'il nous mène? Dans la logique de déconcentration, dans la logique de petites unités. Les mathématiques appliquées aujourd'hui à l'économie, c'est en fait une approche nodale, une approche à plat. Nous sommes issus d'une approche qui était totalement pyramidale. La révolution qui commence, c'est de point de vue général. Enfin, vous voyez, si vous avez un doute, c'est Amazon qui nous donne l'exemple, c'est Google. C'est dire, notre logique, c'est une logique à plat et pas du tout pyramidale. Pour tout. Pour les mathématiques, pour la production, pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'économie en général. Extrêmement intéressant de dire, vous voyez, par exemple, avant on disait on concentre les gens au même endroit, comme ça ils vont consommer au même endroit et ils vont effectivement produire au même endroit. Amazon vous dit non, ça c'était le monde d'avant. C'était le truc sur lequel vous étiez en train de projeter qu'il allait y avoir des villes de plus en plus grandes avec des centres commerciaux de plus en plus importants. Non, ça c'était le monde d'avant, c'est fini ça. Maintenant je vous amène la nourriture où vous en avez besoin. Quand vous êtes en train d'évoquer comment on va faire pour avoir des canaux de distribution, non, j'ose pas vous le dire parce qu'effectivement, on est en France, en Europe, demandez à Amazon, ils ont déjà la solution. Ils sont déjà en train de robotiser en disant ça vaut rien en fait. Aller chercher la matière première, amener la nourriture, en fait ça vaut rien. Ce qui vaut très cher, c'est anticiper le besoin. C'est la question mathématique qu'on va mettre derrière, c'est l'intelligence artificielle pour regarder à quel moment le produit est prêt, à quel moment on doit le livrer. Mais si ensuite il s'agit de faire physiquement les allers-retours, honnêtement, ça c'est pas un problème. On en est là aujourd'hui. La voiture sans pilote, elle existe déjà. On est d'accord que quand vous êtes en train de réfléchir à la manière dont on va devoir envisager le développement très vite, vous avez déjà les drones, les voitures, les robots, tout ça, c'est déjà prêt. On est d'accord que l'Afrique, de ce point de vue, a déjà démontré qu'elle pouvait parfaitement sauter une étape dans le mode de fonctionnement. Vous n'aurez jamais de carte bleue. C'est pas grave, c'est super, vous payez avec vos téléphones. Nous, on n'y est pas encore. On va y arriver, mais vous êtes déjà dans l'étape d'après. En ce qui concerne la question de la livraison, en ce qui concerne la question de la manière dont vous dites nous produisons et nous voudrions le fournir aux différentes personnes qui peuvent en avoir besoin, on parle de malnutrition et on est en train de voir des récoltes qui pourrissent, mais la solution elle est déjà là, elle existe déjà. Non, juste, effectivement, il faut un tout petit peu d'argent. À chaque fois, il suffit juste un peu de moyens.
un peu de moyens, donc on a répété. Là, aujourd'hui, c'est prêt, les canaux sont prêts à s'ouvrir. Donc il suffit d'y aller. Le dernier élément par rapport à ce qu'on évoque dans la révolution industrielle, dans toutes les révolutions industrielles, ça a été le cas. Et en particulier dans celle-là, parce que c'est justement l'axe fort que je suis en train d'évoquer quand je suis en train de parler à plat. Dans une révolution industrielle, les grandes structures meurent toutes. Parce que nous sommes en rupture technologique telle que je ne sais pas inventer le futur dans une structure quelle qu'elle soit, mais dans une grande structure, je n'ai pas le droit de le faire. Dans une grande structure, je suis bureaucratique. Je ne sais que reproduire ce qui existait avant. Quand vous n'avez pas de révolution industrielle, ça marche très très bien. C'est-à-dire vous êtes en train d'optimiser le truc qui fonctionnait avant. Quand vous êtes dans une révolution, une rupture technologique, c'est une catastrophe. C'est pour ça que Amazon, dont je parlais à l'instant, son patron, Jeff Bezos, il y a quelques jours, disait « Amazon est en train de mourir ». On a cru qu'il avait un tout petit, une baisse de morale parce qu'il gérait un divorce à 80 milliards de dollars. Il faut dire, bon, vous imaginez ce que c'est, moi non plus, mais bon, voilà, 80 milliards de dollars, évidemment, le matin, du coup, vous n'êtes pas très très enfant. Alors on dit « Mais pourquoi il dit qu'Amazon est en train de mourir? C'est parce qu'il n'a pas le moral ?» Non, non. Parce qu'il disait « Ma boîte devient trop grosse, elle n'arrive plus à innover. » En fait, vous voyez, c'est des petites structures. Alors j'essaie de les racheter, je deviens un fonds. Je deviens un financier, je rachète les petites structures. Puis à la fin, je rate les petites structures qui inventent. Parce que je ne sais pas faire, je n'ai pas vu ce que disait tout à l'heure monsieur le candidat à l'élection présidentielle. Je ne savais même pas que dans mon pays, on était dans cette innovation. Ils sont partis tous les deux, c'est dommage. Mais donc, je ne savais même pas que dans mon pays, on avait fait cette innovation-là. Parce qu'effectivement, l'innovation va tellement vite et tellement forte que vous n'arrivez pas à la suivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que dans la période qui vient, la petite structure va être absolument cruciale. La petite structure, c'est là où on est en train d'inventer la révolution industrielle. En Afrique comme en Europe. En Europe comme aux États-Unis. Aux États-Unis comme en Asie. Du coup, alors évidemment, la petite structure qui a raison, imaginons que le prix cette année soit celui qui va avoir raison au niveau du continent africain. Dans quelques mois, nous avons un milliardaire ici. Évidemment, parce que ça va se répandre partout, l'utilisation du poisson, je n'ai pas bien suivi quand même, mais enfin, j'ai compris que c'était ça la question. Donc du coup, ça y devient richissime. Puis hop, la rupture technologique est tellement rapide que quelques mois après, il sera comme Jeff Bezos. Ma boîte va faire faillite parce que ça y est, c'est plus ça. Je dois changer à nouveau. Nous sommes dans un moment de rupture très très profonde. Et là, pour le coup, on peut avoir, du point de vue des révolutions industrielles, quelque chose qui nous ramène à cette soirée et à ce qui va suivre juste maintenant. C'est que pour arriver, parce que les petites structures innovent à toute vitesse, selon les besoins d'un secteur d'activité, selon les besoins d'un continent quand on parle de l'Afrique. Il y a une nécessité qui est très très forte dans ces moments de rupture technologique, c'est qu'elles parlent entre elles. La bonne solution, c'est la fédération de petites structures. C'est-à-dire des rencontres, exactement comme ici. Des rencontres où les gens vont échanger. Les Français, vous voyez, qui étaient très très bons dans la révolution industrielle numéro 2, c'est-à-dire celle du début du XXe siècle, la révolution industrielle numéro 4, on est bon en maths, mais on n'est pas tellement dans la révolution industrielle numéro 4. Mais la révolution numéro 2, on a inventé l'aviation, on était quasiment inventeur de l'automobile, on était bon. Qu'est-ce qu'on a inventé? Le truc génial, vraiment génial, qu'il faudrait recommencer, qu'il faudrait réutiliser. C'est le salon de l'automobile et le salon de l'aéronautique. Vous n'attendiez pas à ça, hein, vous disiez, non, juste ça, qui était au départ pas du tout une rencontre avec le client, qui était une rencontre entre producteurs, entre petits inventeurs. Il y avait tellement de choses. Vous, comme on disait tout à l'heure, dans une révolution technologique, vous n'êtes pas concurrent. Tout le monde est en train d'essayer des choses nouvelles. Parce que partout, il y a plein d'idées qui sont en train de germer. Ce que vous disiez tout à l'heure, les jeunes gens sont partout en train d'inventer quelque chose de nouveau. Parce qu'ils sentent que le truc n'est pas dans la reproduction du modèle ancien, la grande structure rationnelle, c'est dans l'invention de quelque chose qui n'existe pas. Et donc ça vaut le coup qu'ils se rencontrent souvent. Et qu'ils commencent à échanger sur ce qu'ils font, et notamment sur leurs échecs. Alors, tu sais ça, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Moi j'ai essayé ça, ah mais dis donc, ça peut compléter ce que tu es en train de faire. C'est exactement à mon avis l'un des grands enjeux au niveau africain. Pas au niveau d'un pays d'Afrique, au niveau africain dans son ensemble. Que l'on commence à échanger, qu'on commence à dire, ça marche très très bien. Il y a 2 mois, on n'y pensait même pas. Il faut le développer à toute vitesse. Si on doit concentrer du capital, c'est là-dedans. Et après-demain, ce sera peut-être autre chose. On doit être dans une logique d'évolution à toute vitesse. Je crois vraiment que lorsque j'ai commencé tout à l'heure, j'ai parlé d'ambition, que le mot que nous devons avoir à l'esprit, c'est le mot vitesse. L'accélération est telle que nous n'arrivons pas à nous représenter à quelle vitesse les choses sont en train de changer. Toutes nos certitudes, toutes celles que nous donnons, ou toutes les expériences que nous apportons,
elles sont déjà caduques, elles sont déjà derrière nous. Elles sont intéressantes parce qu'elles ont eu lieu, mais elles ne doivent absolument pas nous dire qu'elles conditionnent le futur. Heureusement d'ailleurs, parce que ça signifie que toutes les difficultés qui ont été évoquées sont des difficultés qui vont en réalité probablement être dépassées par l'accélération du processus. Tout à l'heure, votre question était évidemment une question importante quand vous parliez de problématiques qu'on voit aujourd'hui sur le continent africain. Nous sommes dans une course de vitesse, mais pas qu'en Afrique, dans le monde entier. Une course de vitesse entre l'ancien monde qui se dit « je suis dans une impasse mais j'ai pas trop envie de changer » et le nouveau monde qui est en train d'évoluer effectivement de plus en plus rapidement. Cette course de vitesse, il n'y a aucun doute, elle va être gagnée par le nouveau monde. Il n'y a aucun doute. Et c'est pour ça, lorsque à la fin on disait « vous êtes optimiste, pessimiste ?» Mais évidemment qu'on est optimiste. Bientôt 2 milliards, bientôt 4 milliards, bientôt 5 milliards d'individus en Afrique. C'est là qu'il faut être, il n'y a aucun doute. Vous voyez un continent d'une richesse incroyable et où il y a la démographie. Optimiste, mais la question ne se pose pas. La question juste, c'est de dire comment on va faire pour arriver effectivement à cet endroit, c'est-à-dire un nouveau modèle qui tourne à fond et qui permette une création de valeur exceptionnelle sur le continent africain par son agriculture. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe Despertier. Toujours. Non mais t'as noté que j'étais optimiste quand même, hein, donc, mais c'est juste, je pense, mais même par rapport à ce que tu dis Sylvie, je pense qu'il faut qu'on change d'échelle. Hein. Juste, attends, t'es en train de me parler par dizaines de milliards. Excuse-moi, moi financier, je te dis, par rapport à 1,2 milliard de personnes, c'est rien. C'est-à-dire qu'il faut changer d'échelle. Et changer d'échelle, ça veut dire qu'effectivement, il faut en accélérer, traiter les problèmes structurels qui sont petits. Je répète, c'est pas grand-chose de dire, en fait, il y a juste à commencer à réfléchir à la politique gouvernementale de tous les pays. Par exemple, juste les pays de la zone CFA, alors là, tout le monde va hocher la tête dans la salle en disant « Ah oui, mais alors là, c'est pas si simple. » Oui, c'est pas simple, mais c'est quand même faisable. Une question quand même. Un privé, c'est-à-dire gouvernement public, tout public. Donc, dans le financement aujourd'hui, tous les trucs de financement qui ruissellent par le public, ça ne marche pas. On n'est pas à l'échelle de la révolution technologique qu'on connaît. Donc, première chose. Deuxième chose, comment tu fais? Tu as une structure qui collecte des fonds, et après, il faut que tu la renvoies sur les gens qui en ont besoin. Évidemment, on est dans un endroit qui est spécialisé là-dedans. Hein. C'est-à-dire, ça s'appelle, tu vois, des banquiers, qui ne sont pas forcément eux. Le banquier, en l'occurrence, il ne collecte pas de l'épargne. En revanche, il connaît bien les clients. Et c'est lui qui doit aller effectivement sur le terrain en disant qui c'est qui a besoin d'argent et comment je vais faire pour financer. C'est un intermédiaire entre les deux. C'est des choses... je suis en train de vous raconter des choses qui sont quand même extrêmement simples. Ça y est, c'est parti des créations d'organismes. Non, c'est pas ça la solution, c'est que ton organisme, il doit se créer lui-même. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire... donc, quand on est en train de faire le constat, c'est d'arrêter de dire ah oui, non mais on aime l'Afrique, donc tout va bien. Non, c'est pas vrai, il y a un truc qui va pas. Et le truc qui va pas, en fait, il n'est pas si compliqué que ça à faire sauter. C'est une question de cliquer quand on regarde objectivement en disant voilà, il faut mettre des masses d'argent, l'argent il est prêt à s'investir dedans, pourquoi il vient pas? Aujourd'hui, dire ah mais on a déjà fait ça, ah oui mais on a déjà inventé. Bon, si vous l'avez déjà inventé, c'est que ça marche pas. La preuve, ça ne marche pas, il n'y a pas assez d'argent. Et là, on est en train de dire comment ça se fait que je produis et que j'arrive pas simplement à envoyer la nourriture que j'ai produite. Donc concrètement, ça ne marche pas. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut prendre le problème à bras-le-corps. Je pense que l'intérêt d'une fondation comme ici, c'est qu'on peut commencer à se dire les choses en disant là, il y a des trucs très concrets sur lesquels il faut avancer très vite. Et ça, si on arrive à faire des déblocages, et là, tous ici, on est soit acteurs, soit la capacité de dire là, à quel endroit on va pouvoir pousser le bouton, si on commence à effectivement avoir une pensée commune de ce point de vue, ça peut accélérer les choses. Pourquoi tu n'avais pas de micro? Oui, mais donc je pense sincèrement, faut qu'on arrête avec les machins, hein, parce que là, vous êtes en train... C'est super, on a plein de bonnes idées en disant, on va dire, non, ça ne passera pas par les chefs d'État, ça ne va pas passer par les structures anciennes. Aujourd'hui, on peut aller très vite à créer des plateformes. Non, on n'applaudit pas, on met cœur. mais vous voyez, je pense qu'on est tous avec des bonnes idées, machin, etc. D'abord, l'Europe n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour le mettre. La France encore moins que les autres. Entre parenthèses, quand on parle corruption en Afrique, il faut rappeler, nous, Français, qu'on est très mal classés dans la corruption. Pas ça, voilà. Là, c'est pas les Français qui applaudissent ça, je vous l'ai remarqué. Donc je pense que là, aujourd'hui, on est à un moment, mais je comprends ce que vous disiez sur l'aspect généreux et sur l'idée, il y a quelque chose, il y a une initiative à prendre. Mais la première initiative à prendre serait par exemple à dire, il faut que nous inventions
ces plateformes, qui sont des plateformes par lesquelles... Quand tout à l'heure vous posiez la question, si, les machins, c'est votre banque mondiale, machin. Vous étiez dans tous les trucs, là, tout ce qu'on a déjà inventé 40 fois, qui ne marche pas, vous avez l'argent qui se détourne de partout, et de toute façon, il n'y en a pas assez qui rentrent. Et là, quand tout à l'heure vous posiez la question, c'est quoi, mais c'est simple, c'est tout ça qui doit être exclu, parce que ça ne marche pas. En revanche, là, on est à un moment de rupture qui va permettre d'inventer des nouvelles approches. Et là où on peut effectivement jouer un rôle, c'est de dire que, alors là, nous, on est en train de travailler là-dessus pour nous, parce qu'on a un problème avec notre système bancaire, on a un problème avec notre financement public, comme vous, et on est en train de regarder ce qui va pouvoir se mettre à côté par rapport justement à cette accélération de la révolution industrielle appliquée en l'occurrence à l'agriculture. Il faut le dire, le redire, on n'a pas de Google en Europe parce qu'on n'a pas de moyens de les financer. Que vous pouvez financer une boîte avec 40 millions d'euros en France, mais dès que vous êtes à 500 millions, vous ne trouvez pas d'argent. Et quand vous êtes à 2 milliards, vous allez aux États-Unis, alors qu'on a l'épargne pour ça, on a tous les moyens de le faire, on ne le fait pas. Donc l'Afrique est confrontée à un problème similaire au nôtre, mais à une plus grande ampleur. Donc là, effectivement, on peut réfléchir ensemble. Mais je vous dis, tous les trucs de dire on va commencer à... Ah oui, on va prendre une grande initiative entre chefs d'État et tout le monde va s'applaudir en disant oui, ce jour-là, on a décidé qu'on allait mettre 10%. Mais 10% de quoi d'abord? Puis en plus, tu ne le fais pas. Donc vous voyez, hein, voilà. Hein. C'est quoi votre prénom? Laurence. Digital Africa. Oui, je suis d'accord, Laurence. Non, arrêtez. Méchante française, vous voulez tout le temps superviser. Vraiment, vous savez, c'est les grandes questions, par exemple, autour de blockchain. Hein, c'est la régulation se fait à l'intérieur du système. Mais ça, c'est des choses que vous avez dit. C'est quoi votre prénom? Sydney, Jérôme. Juste au passage, hein, quand même. Il y a une solution qui commence à monter et qui inquiète tout le monde, et j'ai fait d'ailleurs une table ronde il y a peu de temps encore là-dessus, c'est les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, super dangereux, parce qu'on est d'accord, évidemment. Hein, on est d'accord que la vague qui est au bord de l'Afrique, c'est le jour où vous avez un Amazon Coin. L'Amazon Coin, vous n'avez plus une monnaie en Afrique qui va exister, hein, parce que tout le monde voudra être payé en Amazon Coin. Le nom est déposé. Hein. Les Américains hésitent, alors Facebook, ils disent on peut y aller parce que probablement sur l'Afrique, ça n'aura pas d'influence, encore pas trop, mais Amazon, ça peut être absolument, on va dire, un raz-de-marée. Je ne sais pas, vous voyez, désastre ou pas, mais donc là, vous avez des nouveaux financements qui peuvent arriver. C'est-à-dire, les financements d'avant, ils sont limités, ils sont trop longs, ils sont complètement bouffés par de la bureaucratie quand c'est pas par autre chose. Donc, on est en train d'inventer autre chose. Et là, les nouvelles générations sont déjà là-dessus. Donc là, il y a vraiment des questions qui se posent sur la sécurité, évidemment.